Bonjour tout le monde, bienvenue au 5e épisode de Artichaut, le balado cultivé. Cette semaine, je fly solo, comme on dit en bon français. Mon collègue Jonathan Marino est malheureusement pas présent, mais ça ne va pas affecter la qualité de l'épisode, j'espère. Et c'est un épisode auquel j'ai très hâte puisqu'on reçoit notre premier auteur. J'ai nommé Nicolas Chalifour. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Bonjour Laurier, je vais très bien. Et toi? Je vais très bien, je te remercie. Bon, Donc, tout le monde va Nicolas, bien. tout le monde va bien. On bullshit, mais c'est comme ça qu'on fait en société. C'est ça exactement. Dans ce magnifique contexte covidien, nous allons tous très bien. Alors, Nicolas, pour ceux qui n'auraient pas eu encore le privilège de faire ta connaissance, qui es-tu donc en tant qu'auteur et en tant qu'individu? Ben oui, la grande question. Mhm. Allons-y simplement. En tant qu'auteur, j'ai publié 3 romans. Un premier en 2009 qui s'intitule Vu d'ici, tout est petit. Tout est petit aux éditions Héliotrope. En fait, les 3 ont été publiés chez le même éditeur, chez Héliotrope. En 2012, Variété Delphi. Et à l'automne dernier, non, l'automne 2019. Ça commence à être ambigu l'automne dernier. Mhm. Euh, un troisième roman qui s'intitule Vol d'essai 408. Mhm, absolument. Et mentionnons prix spécial du jury des prix littéraires de la Montérégie pour Vu d'ici tout est petit et prix du Et, roman des prix littéraires de la Montérégie pour Variété Delphi. oui, et le Et premier a été finaliste au prix des libraires 2010. voilà. Donc, félicitations tout d'abord. Euh, Ah, c'est formidable. Je te remercie. Et donc, à quoi ça ressemble un livre de Nicolas Chalifour? Ah, ben, toutes sortes d'affaires, ça dépend de la lecture qu'on en fait. C'est des livres qui racontent des petites histoires où il y a des gens qui souffrent et il se passe toutes sortes de choses un peu ridicules et des gens tombent sur le cul et bon. Puis tout ça est à peu près toujours livré à travers la voix d'un narrateur je devine qu'on finit par aimer et qu'on finit par détester, qui navigue comme ça entre différents statuts, là, qui joue à être drôle par moment et vraiment pas drôle en bout de ligne. Mais c'est aussi évidemment des romans où je travaille la langue, le ton, le rapport au pronom. Euh, Entre les trois livres forment une espèce de trilogie, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement indépendants. Là, c'est 3 petites histoires qui se suffisent, mais quand on y regarde de plus près, ben, on voit qu'ils se trament des choses de l'un à l'autre et que ces romans-là s'emboîtent d'une curieuse manière. Et qu'il y a une Mhm. espèce de progression entre les trois dans le rapport entre autres choses, au pronom, à la manière de se désigner, de désigner le monde, ou plutôt de ne pas se désigner et désigner le Mhm. monde, qui tourne essentiellement autour d'un jeu qui s'atténue autour du pronom on et de l'ambiguïté du pronom là, qu'on emploie beaucoup à l'oral comme un pronom de la première personne, une Mhm. espèce de pronom pluriel de la première personne, mais qui est le pronom le plus impersonnel qui soit quand employé de manière plus orthodoxe, Je voudrais dire qu'on fait beaucoup ça etc. et qu'on me le dit souvent. Oui, oui. Alors c'est ça, c'est toutes sortes de choses. Euh, c'est c'est compliqué, c'est très simple à la fois. Là, c'est 3 petites histoires qui s'emboîtent. C'est-à-dire la première histoire raconte une drôle de une drôle de manière, dans une drôle de langue, qui est une langue composite, qui est une langue qui paraît disloquée, candide, une espèce de créature qui vit dans un bois, dans un trou et qui observe et le personnel et les clients d'un hôtel qu'on a créé dans un ancien manoir Mhm. et qui vit en marge de tout ça comme un petit voyeur, un chapardeur, mais qui va finir par élan affectif, disons, s'immiscer dans cette autre réalité qui n'est pas la sienne et créer des catastrophes. Mhm. Et dans le deuxième, ben là, tout à coup, on est encore dans le même univers, mais vu d'une perspective différente. On est encore dans le monde de l'hôtellerie, dans ce manoir, mais qui devient tout à coup un petit peu plus réaliste.
Et là, c'est un personnage à peine entrevu dans le premier, un grand serveur maigre, que la petite créature du premier cite à un moment donné, Mhm. qui raconte dans le premier qu'il faudrait bien écrire un livre sur tout ce qui se passe dans cet hôtel. Et là, c'est ce personnage qui est un père désenchanté, dépressif, qui a toute une éthique de l'inversion, hein, qui se dit qu'il est au fond des choses et qu'il faudrait rendre service à son prochain en lui nuisant le plus possible pour que les gens comprennent que le bonheur n'est possible que quand on est au plus bas. Mhm. Et donc, c'est une suite de péripéties, parfois cocasses, parfois terribles et cruelles, où ce personnage sabote tout le monde, mais finalement se sabote essentiellement lui-même, évidemment. Le bon vieux Mhm. principe. Haït l'autre pour ne pas se flinguer lui-même. Et va finir par fuir après une énième catastrophe, un petit peu plus lourde que les autres, fuir à New York. Et là, on va le comprendre, il écrit un livre. Et pour le lecteur attentif qui aurait lu le premier, ben, on comprend que c'est lui qui écrit le premier livre, c'est-à-dire vu d'ici, tout est petit. Et qui, à la fin du roman, décide tout à coup de devenir un personnage et répond à des faux numéros, à des faux appels, des erreurs de numéros qu'il reçoit tout au long du roman. Une femme portugaise qui cherche son Antonio et rappelle et noue la conversation. Bon, et ça se termine comme ça. Puis le troisième, ben, on se retrouve à Lisbonne. Et là, c'est un écrivain en exil qui s'est exilé pour écrire un roman, mais qui, on le comprend, a surtout fui quelque chose, a abandonné sa famille et est hanté par cette culpabilité, mais en même temps, évidemment, on le voit venir de loin, hésite à rentrer à la maison et tout à coup s'accorde après avoir terminé son roman, qu'il a passé des mois à écrire à Lisbonne, dans un, dans un état un peu monastique, s'accorde une soirée de bombance, hein, pour fêter son accomplissement. Et ce sera une nuit de dérape, hein, une nuit absolument à la fois rocambolesque et par moments cauchemardesque. Et au terme de cette nuit-là, il va décider qu'il ne peut pas partir de Lisbonne, qu'il doit traquer tous ces étranges personnages qu'il a rencontrés au cours de la nuit et qu'il y a là matière à un autre livre. Et puis là, ben, on va le suivre dans sa descente aux enfers dans Lisbonne. Mais en même temps, ben, c'est un roman qui raconte l'histoire d'une bande de sans domicile fixe qui combattent le tourisme à Lisbonne et qui vont embrigader le narrateur. Mhm. Et donc, ça donne lieu, encore une fois, comme dans les deux autres romans, à une succession de frasques, parfois très grossières, parfois très drôles, mais qui vont finir évidemment par former la trame d'une histoire tout à fait tragique. Voilà. C'est un peu long, mais c'est à peu près ça. Ben, c'est une réponse excellente et fort agréable à entendre. Qui me donne envie de te relancer tout de suite sur plusieurs points dans ce que tu viens de soulever, que ce soit, disons, les connexions entre ton univers et qui sait, peut-être d'autres univers, parlerons-nous, et ainsi que ta méthodologie pour créer tes beaux personnages. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même faire un peu un historique de ton intérêt pour la littérature. Donc, d'où est-ce que c'est venu tout ça et pourquoi t'es-tu laissé embourber là-dedans, voyons donc. Oui, oui. Ben, c'est jamais simple, ces histoires-là. Mhm. Je vais essayer de faire court parce que on le sait jamais vraiment, hein. Mhm. Ben oui. On passe notre vie à essayer de comprendre ce qu'on est, d'où on vient, puis pourquoi, puis à quoi on sert. Mais je viens d'une famille où l'art et la littérature, c'était quelque chose de très présent. On a beaucoup de récits d'écrivains qui racontent, puis c'est toujours très émouvant, très poignant, la pauvreté culturelle de l'origine, la maison sans Mhm. livre, et tout à coup la découverte du livre, et que la découverte de la littérature est en quelque sorte quelque chose qui permet de s'émanciper d'un milieu culturellement pauvre, etc. Et bon, moi, c'est pas du tout le cas. L'art, la littérature, je parlerais de l'art d'abord, plus généralement, puis en venir à la littérature, parce que il y a des étapes là-dedans. Je pense que
assez jeune, enfant, il était assez clair pour moi que j'avais envie d'être quelque chose comme un artiste. Mhm. Puis tu sais, ça c'était tout, là. J'aimais dessiner, un père qui faisait du design et qui dessinait tout le temps, un grand frère qui est un artiste visuel accompli. François, Oui, François Chalifour, on le salue. allez voir ce qu'il fait. C'était formidable, oui. Tu devrais l'inviter. Ça me ferait plaisir. On Et, s'en reparle. ouais. Et, euh, et là, à un moment donné, je sais pas, le désir d'appartenir à ce monde de l'art, de la création, de la culture, ben, tout à coup, à un moment donné, ben, ça s'affine à l'adolescence. Là. J'étais dans une maison où il y avait beaucoup de livres, une mère qui lisait assidûment et un père qui lisait, mais d'une toute autre manière. Mon père est un drôle de moineau, un drôle de personnage. Mon père commençait plus de livres qu'il en finissait. Mais mon père barbouillait ses livres. Mon père était constamment en train de citer le petit bout de livre qu'il avait lu, s'imaginait toujours tout comprendre avant même de s'être rendu au troisième chapitre. Mhm. Il y avait une posture à l'égard des livres qui était tout le contraire d'une sacralisation de la littérature ou du livre. Il y avait quelque chose de très... c'est quelque chose que je comprends assez récemment là, de mon rapport à la littérature par mon père. Alors, j'avais ces deux trucs-là. Une mère qui lisait et elle qui lisait vraiment des romans et qui les lisait d'un couvert à l'autre et qui avait une posture de lecture un petit peu plus normale, c'est-à-dire c'était du divertissement pour elle. C'était bon. Euh, alors que mon père, ben, c'est ça, c'était comme des objets dans lesquels on se mettait les mains et dont on faisait ce qu'on voulait. Mhm. Tout était comme ça avec lui. Donc, il y avait déjà cette idée. Puis il y avait beaucoup de livres chez moi, puis des livres que j'aime raconter ça souvent parce que c'est assez révélateur. Mon adolescence, puis mon grand frère artiste était un peu mon pimp hein, de littérature. Il me refilait des trucs, il me disait ben ça, il faut que tu. Puis c'était mon grand frère artiste, alors moi, je buvais ses paroles. Alors quand il me disait de lire un truc, normalement, il m'a parlé de Camus quand j'étais, je sais pas, je devais avoir 13 ou 14 ans. Puis là, il y avait dans la collection blanche de Gallimard La peste de Camus dans la bibliothèque. Alors je sors ça. Puis, bon, c'est assez rare maintenant, mais c'était une édition dont les pages n'étaient pas tranchées. Alors, on sait que hein, le papier est replié et qu'on tranche, n'est-ce pas, les bords du livre. Mais il existe encore, mais c'est un petit peu plus courant à l'époque. On pouvait avoir des éditions où les pages n'étaient pas tranchées. Alors, j'ai tranché, bon, alors, une preuve que mon père ne lisait pas tout ce qu'il y avait dans sa bibliothèque. J'ai tranché moi-même avec un couteau. J'ai d'ailleurs manqué une page que j'ai un peu déchirée et ça m'avait traumatisé. Alors, il y avait quelque chose d'assez dans le geste, dans l'idée de trancher les pages et d'ouvrir ce livre pour une première fois, avoir l'impression d'ouvrir quelque chose d'assez pur Mhm. et lire Camus comme ça. Bon, donc la littérature, elle était là, puis tout ça. Puis je pense qu'après ça, ça passe par un rapport à l'écriture. Alors oui, il y a les livres, puis évidemment, j'ai beaucoup lu, puis j'ai trippé fort sur la littérature de toutes sortes, comme bien des gens. Bon, mais peut-être un peu de manière un peu précoce. Moi, au primaire, j'avais lu à la fin du primaire, j'avais lu Le Seigneur des Anneaux, puis j'ai relu, je pense, en secondaire 1 au complet. Bon, et beaucoup Mhm. de jeunes gens tripent sur Tolkien à cet âge-là. Mhm. Mais après ça, ça a été bon. Aux études, j'étais pensionnaire. Puis les deuxièmes études, je l'ai passé à lire. Bon. Euh, mais l'appel de la littérature, il faut que ce soit aussi bon, parce que là, tu m'invites en tant qu'écrivain, et là, je pourrais te raconter tout ça en tant que prof de littérature, Mhm. mais dans ma posture, dans mon moi d'écrivain, ben, les plus vieux souvenirs, ben, ça remonte je dois dire que ça doit remonter au secondaire, les premières années du secondaire, ou peut-être la fin du primaire, je sais pas si c'est sixième année, secondaire 1, mais de ces exercices un peu nono, là, ben nono, c'est correct, il faut bien faire écrire les jeunes, là, mais où on nous demande quand on arrive au mois de septembre de raconter nos vacances, ce genre de truc-là, où on demande d'écrire un petit texte. Et j'ai un Mhm. souvenir assez vif euh, d'un exercice comme ça où je suis juste posé raconter mes vacances, puis je trouve ça débile parce que j'ai cet âge-là où on trouve tout débile.
mais que là, je me rends compte que je me laisse prendre au jeu, puis il est beaucoup trop tard, puis je suis encore en train de travailler sur mon petit texte, puis en train de changer chaque mot, puis en train de réécrire. Et là, je me rends compte que je suis vraiment. Ben, je le comprends pas, mais je sens qu'il se passe quelque chose, que j'ai un. C'est plus qu'un plaisir, là. Je suis absolument fasciné par ce que je suis en train de faire et je suis pas en train de raconter mon été. Je suis en train de jouer avec les mots, en train de travailler la langue. Je pense que c'est la première fois que j'ai ressenti de manière forte dans ce petit exercice que se perdre dans les mots, travailler les mots, se battre avec la langue, c'était quelque chose d'absolument formidable. Et très, très chiant. Mais en même temps, oui, hein, cette espèce de package deal, de forfait complet. Alors et puis après ça, ben, ça a toujours été ça. Ça a été ben, euh, cette espèce de... J'hésite à dire plaisir et bonheur parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus... Puis là, Viscéral. je ne veux pas faire pomper. Oui, c'est ça, c'est un frisson, c'est autre chose. C'est pas nécessairement. C'est souffrant aussi, là. Puis là, je veux pas dire que. Bon. Il y a quelque chose c'est de l'ordre d'une fascination. Bon. Puis bon, ben, c'est le secondaire, écrire, puis tout ça. Puis au cégep, j'écrivais beaucoup, puis le journal. Bon. Puis là, au cégep, ça devenait assez clair que je voulais étudier la littérature, puis que ce qui m'intéressait, c'était la littérature. Puis là, on se dit, ben oui, je voudrais être écrivain, mais j'ai jamais été, même jeune, j'ai jamais été particulièrement candide. Alors, je me disais, oui, ben, tout le monde veut être écrivain, là. C'est facile à dire, mais bon. Alors, j'ai fait des études en lettres, puis j'ai toujours écrit. Puis à un moment donné, ben, j'ai écrit un roman, puis il a été publié. Puis là, ben, il a fallu le deuxième pour que je commence à me considérer comme un écrivain. Puis là, ça fait trois, puis là, je commence à être capable de dire que je suis écrivain en public. Mais pour moi, c'est ça, c'est pas quelque chose qui. C'était pas un plan de carrière, là. Ça s'est fait tout seul. Bon, Alors, pas facilement, mais les jeunes à la pardon? maison, vous avez compris, pour avoir la reconnaissance sociale d'écrivain, il faut 2 à 3 romans. Ah non, 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 là je vous parle de mes bébés à moi. Là. Non, non, il y a des gens qui disent qu'ils sont écrivains et qui ont rien écrit, rien publié. Mhm. C'est ça, chacun sa névrose. Là. Mais, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, Ben, super. tout simplement. Oui. Voilà qui répond très bien à la question. On l'a un peu abordé, mais j'aimerais quand même l'expliciter parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de chair autour de cette os. Tu as mentionné Camus, mais si on devait te poser la question de tes influences en tant qu'artiste. Ouais, c'est une grande question, mais c'est une question à laquelle on peut répondre. Tu sais, là, je peux te dire, bah oui, mes influences, c'est devenu parce que j'enseigne la littérature, donc c'est devenu beaucoup de ces œuvres auxquelles je reviens dans l'enseignement avec une espèce d'intensité, de ferveur, de plaisir euh, qui s'use pas. Chaque fois, par exemple, que j'enseigne à Hébert, il se passe quelque chose. Là. Il y a comme des trucs qui lèvent de très profondément enfouis en moi. Mhm. Même chose pour Nabokov, même chose pour, ben, je sais pas moi, Duras, Rob Grillet, Paul Auster. Bon. Mais après, on se rend compte que ça, c'est nos espèces une espèce de panthéon. Mais à tout bout de champ dans la vie, on se rend compte que il y a un truc qui finalement est une influence et on s'en rendait pas compte. On n'en était pas conscient. Mhm. Je veux dire, je sais que je retourne pas le lire tous les ans, mais que pour moi, la lecture du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline a été quelque chose de déterminant dans ma vie. J'ai lu ça une première fois au Cégep. euh, dans une édition. C'est un prof qui venait de l'acheter, qui l'avait fait acheter à la bibliothèque, puis qui m'a dit, après l'avoir lu, qui m'a dit Nicolas, tu vas aimer ça. Et c'était l'édition illustrée par Jacques Tardy, le BTiste français. Alors, c'est une collection, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était Futuropolis Gallimard. Alors, ça copiait la collection blanche de Gallimard, mais dans un plus gros format. Et c'était le texte intégral. C'était pas de la bande dessinée, c'était le texte intégral, mais avec des planches de dessin illustrées. Et Wow. à l'époque, je tripais fort sur Tardy, que j'aime encore beaucoup. Et c'est la première fois que je l'ai lu, ça a été comme la rencontre de l'univers graphique de Tardy et
et le style hallucinant, le rythme, la verve de Céline. Euh, alors, Céline, je le fréquente pas souvent. J'ai lu Le Voyage 3 fois. J'ai lu le premier tome de Guignol's Band, puis même pas Mort à crédit au complet. Mais ces 3 lectures du Voyage au bout de la nuit ont eu un effet, je sais, une influence. Je le remarque parfois dans le rythme de mes phrases, dans la manière dont. euh, mais j'enseigne jamais Céline. Bon. Euh, Mhm. Fait que c'est compliqué les influences. Puis les influences, c'est pas juste la littérature. Je sais que le cinéma m'influence beaucoup. Je sais que la musique, l'art contemporain, je pense que j'ai parfois des émois esthétiques. Hein, ça frissonne dans ma moelle épinière aussi fort en sortant parfois d'un musée ou d'une galerie qu'en sortant d'un livre absolument extraordinaire, d'un chef-d'œuvre de la littérature mondiale. Et pas à tous les coups, là, mais ça m'arrive. Alors, c'est protéiforme, c'est sans fin le jeu des influences. Mhm. Mhm. Ben, ça répond tout de même. Dieu merci, ta réponse, elle ne l'était pas. Elle était Non, mais parfaitement tu vois, mesurée. j'avais très peu fréquenté Virginia Woolf, en la fréquentant toujours en périphérie à travers mes cours à l'université, bon, des petits bouts, des lectures ici et là. Puis là, cet été, j'ai passé l'été dans Virginia Woolf, puis c'est niaiseux qu'à mon âge, prof de lettres, tout ça, écrivain, tu sais, j'ai pas. Puis bon, il y a aussi que je voulais lire Woolf en anglais, puis Mhm. c'est un petit peu plus ardu, c'est un petit bon. Et c'est. Et là, si tu me demandais c'est ce qui a l'empreinte la plus forte dans ma chair d'écrivain, mais c'est Wolf en ce moment. Là. Mhm. Chaque fois que je m'y remets le nez dedans, je frissonne. Là. Bon, alors, tout ça évolue, mais les influences précoces demeurent. Puis, en même temps, on ne veut pas trop savoir comment ça marche, tout ça, parce que ça paralyse à un moment donné, parce qu'on n'a pas envie de faire comme. Puis tout ça, Oui, c'est une macédoine, hein, tout ça se mélange, tout ça oui, se contamine. Puis, les influences doivent rester des influences et non des impositions qu'on se fait à soi-même. bien sûr. Mm. Mais j'ai envie de bouncer un peu, rebondir, pardon, sur quelque chose que tu viens de dire. Qui est, Pense, mon vieux. merci, merci. Non, mais tu disais, Wolf, que mon Dieu, ça n'a pas d'allure à mon âge. Et j'avais envie juste d'aborder cette espèce de pression-là quand on œuvre dans un domaine artistique ou n'importe quel domaine, en fait, d'être un expert. Oui, de l'exhaustivité, Ouais. oui. D'avoir tout lu. Oui. Ben Et, moi, je suis pas équipé pour ça. De toute façon, je l'ai compris assez tôt que, ce, que cet étrange concours de qui lit le plus vite. Euh, j'ai un rapport au livre. C'est pas tant dans la. Je relis beaucoup euh, des livres. Bon, évidemment, mon travail d'enseignement fait que il arrive souvent qu'on ait envie de réenseigner une œuvre et, et on la relit. Bon, j'ai une mémoire, j'ai une drôle de mémoire, là, c'est-à-dire que j'ai une mémoire du détail, mais je peux pas enseigner une œuvre sans la relire, là. Il y a Mhm. il y a des gens qui arrivent à faire ça, là, qui ont une mémoire extraordinaire du détail et de l'ensemble. Mais moi, j'ai une mémoire plus impressionniste, qui je le devine, me sert dans mon travail de création. Dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu plus compliqué. Mais donc, je vais toujours relire une œuvre que je vais enseigner, même si ça fait, je sais pas, même si c'est la 15e fois en 20 ans d'enseignement, par exemple, que, je sais pas, enfin, ça fait peut-être pas 15 fois que j'enseigne, mais une de mes œuvres fétiches, c'est Pale Fire de Nabokov, Feu pâle. Bon, ça doit bien faire une douzaine de fois, puis je l'avais lu plusieurs fois avant. Alors, je sais pas, je dois être rendu à une quinzaine de lectures de Pale Fire de Nabokov, et chaque fois, et l'effet de relecture, puis la lecture est toujours différente. Bon, c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer à mes étudiants, là, cette espèce d'idée que les grands textes sont jamais épuisés, et que nous, on change hein, d'une lecture à l'autre, alors on les lit jamais tout à fait de la même manière, et bon. Euh, Ce qui fait que moi, ça fait un bout que je me suis libéré de cette idée-là qui, de toute façon, j'ai essayé quelques saisons de juste suivre les rentrées littéraires un peu québécoises, et puis on n'y arrive pas de toute façon. Là, Mhm. euh, je m'en fais plus trop avec ça. Et je suis, là, je veux pas dire du mal, mais pour moi,
est assez étonnant parfois de voir des gens qui lisent énormément. Je pense à personne en particulier, là, c'est vraiment abstrait comme truc, mais ça renvoie à des expériences assez fréquentes, des gens qui lisent énormément et qui n'ont absolument rien à dire sur leur lecture, Mhm. que des lieux communs, et qui effleurent les textes, et qui les mettent rapidement dans des petites boîtes, là. Ah, voici. C'est des poncifs tout le temps, puis c'est toujours des lieux communs et des formules toutes faites, puis je comprends pas ce que ça donne. Je comprends pas ça sert à quoi. Ça dessert les livres, la littérature. Enfin, alors moi, je préfère c'est ça, lire moins Lire et, mieux. et relire, et relire. Ouais, Mhm. voilà. Absolument. Mais c'est très bien de lire beaucoup aussi, là. Il y a des gens qui lisent beaucoup et qui lisent très bien. Chacun son. Moi, ma paresse m'interdit ce genre de performance. Parfait. Et donc, pour revenir au sujet de ton écriture, Oui. j'aimerais qu'on aborde un petit peu plus, disons, les thèmes, les idées, les valeurs qui te tiennent à cœur et que tu essaies d'explorer chez toi et dans tes livres. J'assume chez toi, mais enfin bref. Ouais. Euh, ben c'est pas, il y a pas de programme. C'est-à-dire que c'est- pour moi, un texte, un court texte ou un roman, c'est quelque chose qui se met en place très, très lentement, de manière un peu organique, là. C'est-à-dire que c'est des idées, c'est des concepts, c'est souvent des formes. C'est parfois une anecdote toute banale. Et, et puis là, ben, tout ça, avec le temps, puis moi, ça me prend du temps. J'écris pas vite, je suis pas performant là non plus. Le dernier, j'ai mis 7 ans, je l'ai réécrit 3 fois. Bon, j'ai pas un programme de thèmes que je vais exploiter, Mhm. mais nécessairement, je finis, puis ça, c'est quelque chose qui m'amuse de l'écriture. C'est quelque chose qui m'intéresse et qui me plaît. C'est que je comprends ce que j'ai fait souvent plusieurs années après l'avoir fait. En fait, je comprends des aspects de ce que j'ai fait, pour moi, enfin, longtemps après que le texte soit fini et que je l'ai un peu oublié. Euh, mais, mais, mais les livres, comme les textes, ben, c'est un agrégat de trucs qui, tout à coup, sans tout ça mijoter, tout ça pourrir dans la tête, hein, composter, évidemment, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de travail et qu'il ne faut pas se botter le derrière pour y revenir et y travailler mentalement, mais il reste qu'à un moment donné, tout à coup, il y a comme une cohérence qui naît entre tous ces éléments-là qu'on a envie de. Pour toutes sortes de raisons. Et puis c'est pas, tu sais, t'as employé le mot valeur, ça part jamais de ça, là. C'est Mhm. jamais là. Après, on peut avoir des scrupules. Le, le- le- ce que l'idéologie, ce que le discours, ce que les prises de conscience, par exemple, actuelles, ont comme effet, ben, c'est difficile de pas tenir compte de ça quand on écrit. Il faut aussi des fois essayer de pas trop être Mhm. paralysé par ces idées-là, mais ça part jamais de ça. Bon, ça vient après quand on se pose des questions puis qu'on espère pas faire de conneries dans ce qu'on fait. Mais, mais à un moment donné, il y a comme une cohérence, puis là, tout à coup, puis là, ça se met en marche. Puis après, ben tout ça, c'est dans la préparation, dans la maturation de quelque chose. Puis là, quand on se met à écrire, en tout cas, moi, c'est comme ça. Puis quand on se met à écrire, et je veux dire écrire, je veux dire vraiment mettre le texte en route, Mhm. et bien là, il se passe des choses que presque, là, ça va avoir l'air ésotérique niaiseux, mais c'est pas ça du tout. Là. C'est vraiment que là, il y a tellement d'éléments en place dans l'imaginaire et que tout à coup, ben, ces éléments-là, ils ont acquis une espèce de cohérence, puis on n'est pas parfaitement libre. Là, il y a des choses qui sont déjà en Mhm. place et ces choses-là nourrissent autre chose bon, tu sais, c'est un espèce de lieu commun, là, les écrivains qui disent ah oui, puis là puis des fois, là, je trouve ça un peu ridicule ce qu'on finit par dire pour ces choses-là. Là. Les personnages ne dominent pas l'écrivain, et c'est pas bon. Mais il reste il y a comme un mouvement, un momentum fictionnel. Bon, là, je parle de fiction, évidemment. Là, je suis pas poète. Je peux pas parler pour. Là, évidemment, je parle de littérature romanesque, disons. Absolument. Quelque chose qui se met en place. Puis là, ben, on est à la fois celui qui pédale et celui qui se laisse porter. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est.
en fait, c'est pour ça qu'on fait ça. Là. C'est le plus beau moment dans toute l'affaire. Là. Alors les trucs, ça peut être plein de choses. Moi, c'est souvent bourré de concepts au début. Toujours trop. Moi, il y a toujours trop de concepts. Puis après ça, ben jusqu'à l'édition, mon éditrice me fait tuer mes darlings un par un, une par une. Avec raison, parce que bon, ça, il y a une espèce de densité qui marche pas pantoute, ça n'a pas de sens. Là. Puis après, ben c'est ça, un travail d'épuration. Fait que ça part de pas grand-chose, ça devient trop, puis après ça, ben, on charcute. Voilà. Ouais. Je sais pas si je réponds à ta question. Ben oui, très certainement tu y réponds. Je vais quand même te pousser dans une direction spécifique. Tu disais les valeurs ne sont jamais au fondement de ta création, mais je voulais quand même demander par rapport à ton dernier Vol DC 408, il y a quand même on peut quand même y voir un certain message critique du tourisme à Lisbonne, je crois. Ah oui, mais oui. Et ça, ce concept-là, c'est les valeurs qu'on peut en ressentir, est-ce que ça faisait partie de la genèse du projet ou c'est quelque chose qui, dans la vie des personnages, qui s'est fait, est arrivé de soi? Des romans, c'est des personnages. Hein? Et avant toute chose, il y a une voix quelque part. Bon, oui, on peut faire un truc très désincarné, omniscient, mais même là, il va y avoir un personnage. Hein. Il va se dessiner quelque chose de cette voix qui raconte. Moi, le troisième, je ne l'ai pas écrit pour condamner le tourisme. Évidemment, je construis mes personnages, puis je construis mon narrateur à partir, évidemment, de toutes sortes de choses. Ça, c'est un agrégat des lectures, mais de choses que je vis, que bon, j'ai passé beaucoup de temps à Lisbonne, j'ai été témoin de ce que je raconte. Mais après ça, ben, je fais porter ça par une bande d'hurluberlus, un nain mégalomane et sa bande de sans-abri qui se prennent pour la réincarnation d'une secte millénaire qui, bon, il y a quelque chose de complètement ridicule là-dedans. Alors, c'est pas du roman à thèse. Je suis pas en train de j'ai horreur de ça. C'est la pire littérature qui soit. Je suis pas en train, à travers le récit, d'essayer de faire passer quelque chose. Pas du tout. Parce qu'on peut fermer Vol DC 408 et dire quelle bande d'imbéciles. Voyons donc. Je suis sûr que Richard Martineau lirait ça et dirait bon, la gauche en goguette. Bon. Alors. Mais après, on construit des personnages. Puis d'ailleurs, je veux dire, mes personnages, moi, que j'aime beaucoup, pour lesquels j'ai de l'affection réelle, mais c'est une galerie de clowns, de caricatures qui, je l'espère, révèlent un fond d'humanité touchant et plus complexe que le simple clownesque. Mais je suis pas, j'ai jamais l'impression d'être en train de pousser un agenda de valeurs. Je trouve que ce mot-là est chargé. Là. Ouais. Mais après, ensuite, moi, il y a les valeurs qui m'habitent, et nécessairement, ben. Mais en même temps, j'écris contre ces choses-là aussi. Mon deuxième roman dont je parlais tout à l'heure, je veux dire, le narrateur que je construis là, que je construis à partir de ce que j'ai connu dans la vie, mais je veux dire, des choses qui n'ont absolument rien à voir avec moi et qui ont tout à fait à voir avec moi, peut-être. Hein, qui ont à voir avec toute la part sombre qu'on porte en soi et qu'on barricade. Bon. Alors, toute cette charge de haine du narrateur et tout ça, qui en fait un personnage tout à fait détestable, qui va assister à un viol sans rien faire, qui va ensuite, d'une certaine manière, en commettre un. Je veux dire, j'ai pas du tout envie de faire l'apologie du viol, au contraire, mais j'avais envie de faire un narrateur, de construire un narrateur par rapport auquel le lecteur, la lectrice aurait une relation difficile, ambiguë, complexe. Moi, cette idée que la voie narrative doit toujours être quelque chose qui sanctionne moralement les trucs, je trouve ça un peu triste. Je trouve ça très... Bon. Après, le roman n'est pas là pour pousser un agenda de... C'est pas une pub sociétale, c'est pas... Oui. Je pense que l'art c'est pas là que l'art travaille. Puis quand l'art fait ça, ben, on devrait plutôt donner un contrat à une boîte de com. Je m'excuse, un peu hargneux. Hein? Non, mais j'ai juste
J'ai juste failli cracher mon eau. Un peu. Voilà. Ouais, c'est une opinion très valide. Euh, Fait que je comprends un petit peu plus, mais à ce moment-là, je te demanderais d'où provient ton désir d'écrire lui-même un peu plus fondamentalement à ce moment-là, si ce n'est pas une question d'étaler tes valeurs sur la place publique. Mais je pense que les artistes, quels qu'ils soient, ont pas trop le choix. Je pense qu'on d'abord on crée parce qu'on a besoin de créer. Ceci dit, je suis pas en train de, j'érige pas ça en valeur extraordinaire, là. Il y a plein de gens qui passent leur vie sans créer. Ben, je pense que tout le monde crée un peu Hmm. de différentes manières, mais ceci dit, sans avoir à s'adonner à la création comme les gens qui se conçoivent comme des artistes et être très heureux et mener une vie riche et pleine. Mais je pense que les artistes, bon, ça fait partie d'un type particulier de malades mentaux dans notre société et qui. Mais je trouve que c'est une belle maladie mentale. Non, en fait, c'est une maladie mentale terrible, mais je me moque pas du tout de la maladie mentale, c'est quelque chose de très sérieux. Mais ce que je veux dire, c'est que la création a quelque chose d'un un rempart, mais pas que thérapeutique. L'art n'est pas thérapeutique pour moi, mais enfin, euh, un rempart contre la folie, c'est-à-dire que on crée, c'est qu'on éprouve quelque chose comme une carence existentielle. Il y a comme un déficit dans notre rapport au monde. On n'est pas satisfait de notre expérience du monde sans la création, je crois. Enfin, je parle pour moi, évidemment, je ne vais pas ériger ça en théorie universelle. Mais je pense que tous les artistes ont quelque chose de ça, puis que ça se présente de toutes sortes de manières différentes. Puis je pense beaucoup et toujours quand je pense à ça, à Proust. Bon, sans entrer dans les détails, mais, mais il y a cette idée chez Proust que la vie telle qu'on la vit, je veux dire les choses de manière caricaturale, est pauvre. Et, et que c'est en revisitant la vie à travers l'art que tout à coup elle acquiert une espèce de fécondité, de richesse, de sens. Mhm. Euh, Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être artiste et qu'il faut. Mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui n'a pas besoin de l'art euh, dans la vie pour exister. Puis après, il y a toutes sortes de formes d'art. Le monde est à la fois insupportable de richesse, il y a trop de stock, il se passe trop de choses. Et paradoxalement, je pense que notre expérience du monde, elle, est terriblement pauvre. Ce qu'on vit dans une journée, évidemment, il y a des gens qui mènent des vies plus, disons, exceptionnelles que d'autres sur le plan événementiel, tout ça, mais il Mhm. reste que je pense qu'on est toujours un peu en déficit d'existence et que l'art nous donne ça, nous donne cette espèce de supplément de monde. Puis je pense que l'art agit de deux façons. La réponse banale, souvent, de dire bon, que fait l'art? Ben, il met le monde en forme. Le monde est incommensurable, infini, absurde. Et là, tout à coup, ben, une œuvre d'art nous emballe le truc dans une forme qu'on Mhm. peut appréhender, qui est elle-même infinie, riche, et bon, hein, l'infini par en dedans, mais qui nous donne l'impression qu'on emballe le truc, tout ce qui nous échappe et qui nous angoisse et qui nous rend fous. On a ce petit moment, mais toujours éphémère devant l'art, c'est ce qui fait l'œuvre d'art quelque chose d'extraordinaire, une œuvre à laquelle on peut revenir constamment de manière différente, mais on a ces petits moments où on a l'impression que là, ça a du sens, que ça marche. Mais cette espèce de, disons, il y a cette espèce de fonction de rapetisser le monde dans une forme qu'on retrouve dans l'art, mais il y a aussi l'inverse. L'art est comme, je sais pas, bon, une fille qui étudie en mathématiques et qui me trouverait bien gnochon en ce moment de dire ça, mais dans le monde réel, pour moi, dans mon rapport au monde, ben, il y a des choses et l'absence des choses.
Il y a le vert ou pas le vert. Il y a ce qui existe et ce qui n'existe pas, ce qui est là et ce qui n'est pas là. Et pour moi, l'art ouvre une brèche entre ces deux constats-là. Hein, puis là, Mhm. je parlais de ma fille qui se foutait de ma gueule, mais pour moi, c'est tout l'espace entre 0 et 1. Mhm. C'est l'infinitésimal, c'est l'infini dans la brèche, dans le petit écart entre les choses. C'est toujours là-dedans que la littérature met le doigt. C'est pour moi là-dedans que, de manière différente, tu parles de la perception que les arts visuels euh, enfin, c'est à la fois, pour moi, l'art est à la fois quelque chose qui ouvre des brèches dans notre expérience du monde et le démultiplie, Mhm. nous en donne plus pour notre argent. Et en même temps, cette brèche-là a quelque chose d'apaisant, d'une certaine manière. Et là, ça ne veut pas dire que c'est pas atroce ce que l'œuvre remue comme thématique ou comme chose. On peut donner une forme apaisante à une œuvre qui traite de l'horreur du monde, mais apaisante au sens formel où tout à coup, on a l'impression d'avoir tracé quelque chose, un contour, qui nous rend ce fouillis intelligible par bref moment. Enfin, c'est un peu confus ce que je raconte, mais il y a cette espèce de double mouvement de l'art pour moi qui permet d'appréhender le monde et qui en même temps le démultiplie, qui en même temps le, l'augmente. Euh, quand, bon, maintenant la littérature, pourquoi la littérature? Ben, je parlais de mes premiers émois devant un petit texte où il faut raconter un souvenir de vacances, mais à travers toutes les formes d'art, il y a quelque chose de particulier dans la littérature. C'est pour moi la forme la plus abstraite. C'est-à-dire que il n'y a rien. Euh, euh, Une œuvre littéraire peut être dans un ordinateur et puis on peut mettre la police qu'on veut, la mise en page qu'on veut, la transformer tant qu'on veut. Ce ne sont que des caractères, des symboles sur fond noir ou sur fond blanc. Mhm. On ne nous impose pas d'image, on ne nous impose pas de son, on ne nous impose pas de perception corporelle. Tout se passe en dedans. On doit tout convoquer à partir du déchiffrement de symboles terriblement abstraits, des taches noires sur fond blanc. Mhm. Et ça crée un rapport excessivement intime à ce qui se passe sur la page. Et aussi, c'est ce qui fait qu'on peut être complètement insensible à la littérature parce qu'on peut être un type de personne qui préfère avoir un rapport sensoriel autre, qui passe pas par l'entendement et l'imaginaire et, et l'écran, le petit cinéma intérieur. Et donc, là, il y a quelque chose de. Tu demandais tantôt, bon, les thèmes, les trucs, puis là, je suis un peu parti sur comment se construisait pour moi un texte ou un roman, Mhm. Mhm. mais puis ça va revenir à mon idée de maladie mentale, sois patient. Euh, quand je, quand un texte se met en place tranquillement, ça, c'est super le fun. Là, je suis un peu dans cette phase-là. Là, je suis revenu de ma dépression postpartum c'est poche comme image, là. Les femmes, c'est quelque chose de beaucoup plus terrible. Donner la vie, là, je suis désolé, c'est cave. Mais ma petite dépression post-publication, euh, et là, tout à coup, là, il y a les concepts. Il y a tout ce qui, pendant les 7 ans où je travaillais sur le dernier roman, s'agglutinait dans ma tête, dans tous les trucs. Je disais, ah oui, ça serait bien. Ah, j'ai envie ah oui, ça, ce qui vient de se passer là, c'est quelque chose qu'il faut que j'investisse à un moment donné dans mes textes. Et là, je suis dans la phase où les trucs commencent à coller. Puis là, où je commence à voir se dessiner quelque chose. Puis là le contour du livre que j'ai envie d'écrire m'apparaît. Puis là, ben, probablement que cet été, là, j'ai jeté les petites bases très fragiles au cours de l'été. Et l'été prochain, probablement que là, je vais plonger. Puis là, je vais me mettre à écrire. Puis là, ben, je vais partir, hein, je vais avoir tous ces concepts, toutes ces idées, idées très vagues d'où ça part et où ça finit et ce qui se passe entre les deux à peu près. Mais il n'y a pas d'histoire, il y a pas de chair encore dans mon truc. Et ça Mhm. va se passer pendant que j'écris. Puis, puis ces moments-là sont absolument hallucinants parce que tout ça est complètement abstrait. Rien n'existe. Là. Je suis pas dans un atelier devant. Puis je suis sûr que pour les artistes visuels, c'est un tout autre truc, puis c'est absolument extraordinaire aussi. Mais tout ça, c'est juste dans ma tête. C'est juste dans. Puis tout à coup, quand on est dans ces phases-là, puis beaucoup d'amis écrivains me racontent un peu la même chose qu'ils vivent. Tout à coup,
dans cette espèce de phase de création aiguë, là, où on est en train d'écrire, bien, on a l'impression d'avoir un pied dans un monde et un pied dans l'autre. Et tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit a un double fond. On croise quelqu'un sur le trottoir et tout à coup, c'est pas juste quelqu'un sur le trottoir, c'est un personnage potentiel. Évidemment, c'est pas con comme ça. Ça veut pas dire qu'on intègre tout ce qu'on croise sur le trottoir dans nos textes, mais il y a une espèce de fébrilité. Il y a quelque chose d'un peu schizoïde, mais qui n'est pas pathologique, là, évidemment, on est capable de revenir dans la réalité. Mais vraiment, tout à coup, là, il y a quelque chose d'un peu déphasé et de totalement magique dans l'expérience quotidienne qu'on fait du monde. Ça, c'est quand on est en train d'écrire pour vrai. Et ben, enfin, puis après ça, il y a des écrivains qui sont capables d'écrire à coup d'une heure par jour ou 2 heures par jour et de faire leurs activités professionnelles à côté. Moi, ça marche pas trop comme ça, mon affaire. Moi, il faut que je fasse que ça quand je le fais. Puis bon, puis après ça, il y a tout le travail. C'est pas que de la magie, là. Il faut se mettre le cul sur la chaise plusieurs heures par jour tout le temps. Et bon, puis après ça, il faut réécrire, puis il faut finir par en faire quelque chose de convenable pour autre que soi. Mais tout à coup, et là, j'en reviens à ce que j'essaie d'illustrer ce que je voulais dire tout à l'heure par démultiplier le monde. Mais pour moi, personnellement, de manière très égoïste, évidemment, au bout de ça, il y a un texte que j'essaie de faire pour qu'il plaise à un lecteur, pour qu'il soit intéressant pour quelqu'un d'autre. Mais ce moment où moi, je suis en train de vivre une double vie et où il y a tout un monde qui existe derrière le monde. Puis après ça, c'est compliqué parce qu'après ça, il y a les autres livres. Puis chaque nouveau livre convoque les autres. Puis cette espèce d'univers de livre en livre, il devient de plus en plus lourd, vaste. Les ramifications sont de plus en plus complexes pour moi. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup. Alors voilà. Puis à un moment donné, mais le travail fait que là, on est aussi dans l'espèce de trip de voir qu'on est en train de donner une forme à cette espèce de magma informe, de jaillissement d'univers, de personnages, de situations, de thèmes. Et tout à coup, on ramène ça à quelque chose d'intelligible. Et puis ça aussi, c'est quelque chose d'indescriptible comme plaisir, comme bonheur. Puis je pense que, comme j'ai dit, on n'a pas le choix. Moi, j'ai besoin de vivre ça. Puis là, ben, après ça, c'est fini. Puis je déprime jusqu'à ce que ça recommence. Et je pense que... Non, mais je pense que tout le monde vit, sans que ça soit pathologique, là, mais tout le monde vit des cycles. Et je pense que les artistes ont besoin par leur création, peut-être de se faire croire que c'est ça qui motive, hein, c'est ça qui donne un sens au cycle. Et il y a quelque chose qui permet d'avoir l'impression qu'on n'est pas passif et qu'on agit sur notre cyclotimie à travers la création. Enfin, ouais, c'est dans le désordre un peu la manière dont je conçois l'affaire. Puis pour moi, la littérature, nécessairement, est le champ d'expression artistique qui me convient. Ouais. Je veux dire, le cinéma, c'est formidable, mais après, il faut être quelqu'un de patient et quelqu'un qui sait travailler en équipe. Il ne faut pas être une tête de cochon comme moi. Tu sais, je pense que les écrivains sont des gens qui ont besoin de travailler tout seuls, hein, qui sont bien bons pour travailler en équipe de un. Après ça, évidemment, il y a un travail avec l'éditeur. Je suis très content de t'entendre dire ça parce que depuis le début de la série, chaque semaine, tous nos invités nous parlent de comment, le travail d'équipe, c'est fondamental pour leur art. Il faut travailler en équipe, c'est le social. Donc, c'est rafraîchissant d'avoir une perspective tout autre. Il n'y a pas un écrivain qui va te dire que sa vie, c'est le travail d'équipe. Après, il y a des moments de grand bonheur dans l'édition parce que là, tout à coup, on ouvre le truc à un regard autre. Puis ça, c'est des gens qui ont un talent fou et qui sont excessivement habiles parce que là, c'est ces gens-là qui rentrent dans le truc et puis qui arrivent à... Puis c'est fragile, hein, un écrivain là, qui se fait dire non, là, tu vas en enlever, ça, et ça, c'est un travail formidable. Ça, c'est un travail d'équipe. Mais ce que je veux dire, c'est que la création, puis l'espèce de trip schizoïde, puis l'espèce de... Ça se fait pas mal tout seul. Après, il y a des écrivains grand gueule comme moi. Hein. Il y a des écrivains qui sont pas capables de se taire et de pas parler à leurs amis de leurs idées puis de comment va le truc.
D'ailleurs, Tanguy Viel, qui est un écrivain que j'aime vraiment beaucoup, un écrivain français contemporain qui publie chez Minuit, a publié l'an dernier un recueil d'essais, alors que jusqu'à maintenant publié essentiellement des textes romanesques. Et dans un de ses essais, il raconte ça, il dit la fragilité d'une idée naissante et la catastrophe qui est celle de l'écrivain qui trop tôt veut raconter son idée à quelqu'un et qui, en la racontant tout croche et en s'entendant la raconter tout croche, la tue. Et elle retombe par... Bon, je me souviens pas de... Mais évidemment, c'est beaucoup mieux dit, beaucoup mieux fait. Tanguy Viel est un écrivain exceptionnel. Il y a ça, hein, je veux dire, l'écrivain, il faut qu'il ferme sa gueule et qu'il travaille sur ses affaires et il faut que ça l'habite avant de travailler en équipe. Pour penser... en fait, non, il y a un truc que je vais aborder, puis on verra si ça décolle. Mais disons que tout à l'heure, tu parlais, en début d'épisode, tu parlais de une espèce de rapport de sacralité avec le livre. Puis là, après ça, lorsque je viens de te demander qu'est-ce qui motive ton désir fondamental de créer, ben t'exprimais une espèce de sens à la vie et de réinterprétation à l'aide de mythes et d'imaginaires du monde réel. Et donc, évidemment, ça invite à savoir si tu as un rapport quasiment religieux avec l'art et, par la bande, la littérature. Bon, ben, OK, d'abord, quand je parlais tantôt je parlais d'une non-sacralisation, c'est-à-dire d'une valorisation. Quand j'étais petit, l'art, la culture, chez nous, c'était très valorisé. Mais c'est parce que j'ai employé cette expression-là quand je parlais de mon père qui désacralisait. Je pense que mon père, il utilisait des surligneurs dans des éditions de la Pléiade. Tu sais, je veux dire, c'était ridicule. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a mis... Puis je me suis peut-être même pas rendu à le dire parce que ça m'arrive souvent de ne pas finir mes trucs. C'est terrible. C'est comme si mon père m'avait inculqué cette idée que les livres sont pas... c'est pas des objets qui appartiennent dans des musées. Hein, qu'on peut entrer dedans, qu'on peut s'y approprier. Et c'est peut-être là qu'est née peut-être l'idée chez moi qu'on peut aussi en faire. Mais tout ça est assez bancal. Mais là, tu parles de conception religieuse de la littérature. Bon, moi, je suis pas très... tu me connais un peu, je suis plutôt athée enragé. Bon, enragé, c'est fort. Je vieillis, je ramollis. Mais, donc oui. Donc, pour moi... Puis depuis tantôt, j'ai dû assez me livrer là, dans mes emportements à pu finir. Ça. Mais pour moi, c'est l'art qui occupe dans ma vie la position que la religion peut occuper dans la vie d'autres personnes. Puis là, je ne suis pas un fan de la religion, mais disons la foi, la spiritualité, si on veut. Je parlais tout à l'heure de Pale Fire. Dans Pale Fire, Nabokov, si on lit Pale Fire vraiment plusieurs fois et qu'on s'y intéresse et qu'on s'acharne, on finit par comprendre que Pale Fire est une histoire de fantôme. Bon, ça a l'air un peu nono dit comme ça. Et Nabokov, qui est un scientifique et un écrivain, hein, Nabokov, qui est un spécialiste des papillons, l'épidéptérologiste, on s'amuse à dire que pour la communauté scientifique, Nabokov est un scientifique qui, pour se délasser, écrivait des romans, et les littéraires conçoivent que Nabokov est un écrivain de génie qui, pour se délasser, chassait les papillons. Mais dans toute l'œuvre de Nabokov, il y a cette idée, puis ça apparaît de manière assez forte dans Pale Fire, que le frisson de la révélation scientifique et le frisson esthétique que propose l'œuvre d'art se rejoignent. Que l'artiste comme le scientifique, mais puis là, on comprend que Nabokov considère le scientifique comme un créateur, comme quelqu'un qui, par son imaginaire, propose des hypothèses qui lèvent le voile sur l'espèce de richesse infinie du monde naturel. Et là, Nabokov, dans Pale Fire, est fini à travers tout un jeu qu'on peut interpréter de manière totalement métaphorique, mais que c'est à travers l'œuvre d'art que la vie se prolonge, mais que les œuvres, comme les personnes aimées,
comme les personnages existent au-delà de leur mort et habitent les autres, puis là on peut voir la métaphore de la lecture, de l'œuvre à travers le temps, Mhm. et il y a quelque chose qui réconcilie même l'athée matérialiste féroce avec cette idée de presque d'une forme de transcendance Mhm. à travers l'art. Donc, voilà, Alors oui, qui pousse la mais métaphore à l'atteinte de l'immortalité que promet chaque religion. ben, mais je pense je pense que l'art peut jouer. Enfin, moi, je préférais que l'art que l'art joue ce rôle-là plutôt que les religions organisées. Euh, peut jouer un rôle aussi fort dans l'existence de quelqu'un que le sentiment religieux. Enfin, Parfait. euh, Ben dans voilà ce qui. déficit de sens que Mhm. comblent les deux. Je suis content d'avoir fait. Cette idée-là me travaillait et je suis content qu'on ait pu prendre le temps d'en faire le tour. Maintenant, ceci étant dit, j'aimerais quand même que tu nous parles aussi de comment tu fais pour vivre en tant qu'artiste, puisque ce n'est pas une question évidente dans cette société. Mm. Ben moi, je me suis mis officiellement, comme je te l'expliquais tout à l'heure, je suis timidement devenu écrivain tardivement parce que mon premier roman a été publié alors que j'étais déjà prof de littérature et donc que je gagnais ma vie en enseignant la littérature. Mhm. Avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Bon. Autant que possible en temps de COVID virtuellement. Non, mais c'est une question intéressante parce que, bon, moi c'est clair que je suis un écrivain estivant. Pendant les sessions d'enseignement, j'écris très peu ou alors de tout petits textes. C'est Mhm. essentiellement l'été que je me consacre à temps complet à l'écriture. Euh, paresse, manque de. Je sais pas. Il y a des gens qui arrivent à concilier les deux, moi pas. Euh, évidemment, comme tu t'en doutes et que les gens le savent bien, il y a pas des tonnes d'écrivains qui vivent de leur plume. C'est pas très lucratif. Euh, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui vivent de leur art. Euh, mais il y a des gens qui font le choix, et j'ai beaucoup d'admiration et d'estime pour ces gens-là, qui, qui refusent de, disons, ce qu'ils pourraient concevoir comme un compromis pour moi, c'est-à-dire chez moi, d'avoir une job, d'être un salarié et d'écrire pendant ses vacances. Moi, je pense que j'écris toute l'année dans ma tête. Je pense que pour moi, c'est comme ça que ça marche. Mais il y a des gens qui font le choix de se consacrer à ça. Et c'est une vie très dure. J'estime ces gens-là, c'est de demander des subventions, c'est de faire toutes sortes de contrats, de faire de l'édition, de faire toutes sortes de choses, mille et une choses pour écrire. Mhm. J'ai ni ce courage, ni ce désir. D'ailleurs, bon, moi j'enseigne la littérature, ce qui est assez banal, hein, il y en a beaucoup trop des écrivains comme moi là, qui sont des profs de cégep ou d'université puis qui écrivent. Bon, c'est presque une blague. Mais moi, on me proposerait le même salaire et on me dirait, là, tu es écrivain à temps plein, va, écris, je refuserais. Mhm. Pour moi, ce serait tué complètement. Ce serait comme Tanguy Viel qui raconte l'écrivain qui explique trop vite son idée. Je, je, je- J'imagine même pas l'angoisse et le sentiment d'oppression de devoir être un écrivain à temps plein, ne faire que ça. Là. Cette espèce de pression à produire, alors que pour moi, les choses se placent lentement et que j'ai pas envie d'être un écrivain prolifique, j'ai envie d'écrire les œuvres que j'ai envie d'écrire et qu'elles viennent quand elles viennent. Ce qui ne veut pas dire que parfois j'aimerais, quand le travail s'enclenche, pouvoir dire OK, non, là, je vais prendre 3 mois pour le finir, celui-là. Mhm. Mais bon, moi j'ai l'impression que cette contrainte-là est quelque chose qui me va. Et je peux pas imaginer ne pas avoir un pied dans le monde réel. Je dis Mhm. pas que les écrivains à temps complet sont pas dans le monde réel, mais d'ailleurs, je trouve que, je dis souvent, et les gens pensent que je blague, mais je blague pas du tout.
si on me disait, bon, parce qu'après, on devient petit bourgeois, hein, quand on est prof de cégep, on a des obligations financières, on a des filles à l'université, on a, bon. Mais si on proposait, avec à peu près le même salaire, de ne pas enseigner pendant 1 an ou 2 et d'aller faire toute autre chose, de très, je veux dire, d'absolument pas intellectuel, là. J'aimerais ça aller sur un bateau de pêche, sur un cargo, je sais pas moi, d'aller travailler dans une usine. Mhm. Euh, Évidemment, là, tout ça, c'est un fantasme bien, bien petit bourgeois. C'est-à-dire après ça, avec la garantie que je pourrais revenir dans mes pénates de prof de littérature par la suite, parce que c'est quand même quelque chose que j'aime. Mais de vivre autre chose, autrement, d'être entouré de gens qui ne sont pas constamment en train de parler de livres, de lire des livres, de réfléchir de manière intellectuelle. Puis j'ai rien contre ces gens-là, ce sont mes meilleurs amis. Ça. Mais de m'arracher à ce monde-là temporairement et de vivre vraiment dans un monde autre qui peut être à 2 coins de chez nous, là. Mhm. Ça, j'aimerais beaucoup ça. Mais tu vois, ce serait pas d'écrire à temps plein, là. Ce serait de puncher à l'usine ou d'avoir le mal de mer sur un bateau et de voir ce que c'est. Pour après ça revenir à l'écriture. Ouais. Aller chercher de la stimulation. Et ça donnerait probablement pas, je l'espère, en tout cas je le conçois mal, un livre sur les bateaux, sur les usines. Bon, pas niaiseusement comme ça, là. Bon, Oui, mais oui. voilà. Alors, ce serait oui, Ce n'est pas une question de d'aller prendre des vivre, photos. non, mais de vivre le monde, d'éprouver le monde autrement. Parce on s'encabane dans notre petite routine, notre petit confort. Et là, j'ai peut-être l'air de dire du mal de l'enseignement, mais c'est pas Non, ça. non. Le truc, c'est de faire la même chose pendant plus de 20 ans et de voir venir la retraite à un moment donné, dire, ah non, mais ce serait peut-être bien de mener plusieurs vies. Ben déjà on remarque quand même une récurrence de la dualité, le désir de vivre dans plusieurs mondes, que la vie soit plus que ce qu'elle est. C'est quand même des choses récurrentes. Et donc, ce désir-là de ne pas être canté dans ton travail, mais bien d'avoir l'opportunité de vivre autre chose, de vivre autre chose qui est une autre personne. Il y a toujours une espèce Mais, de, dans ce que tu dis, une recherche d'être autre. ah ben oui. Ouais. Mais, mais là, oui, on se lancera pas là-dedans, mais je pense qu'on est autre tout le temps. Mhm, mhm. Je pense que Enfin, bref. les seuls moments où on est vraiment sincère, c'est quand on l'admet. Et c'est pour ça que j'aime la littérature de fiction, parce que je trouve que c'est dans le mensonge qu'on dit le vrai. Enfin, Plus récemment, on a eu le plaisir de te lire avec Récits infectés. J'ai ah beaucoup oui. apprécié ton texte, qui est évidemment très bon. Récits infectés, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais t'offrir l'opportunité de le résumer mieux que je m'en allais le faire. C'est un projet qui émane d'une chaire universitaire sur disons, l'écriture et la maladie et les soins et tout ça. Et pendant, bon, en pleine pandémie, on nous a contactés, les gens qui ont participé au projet, pas 20 avril ou au mois d'avril, quelque chose comme ça, il me semble. Mois de mai, début mai. C'est un truc qui s'est écrit très vite. Mhm. Euh, Catherine Mavrikakis, qui a été ma professeure il y a très, très, très longtemps quand j'étais à l'université, euh, qui est une écrivaine et Oui, une oui. femme que j'aime beaucoup et j'admire, qui m'a demandé si ça me tentait de participer à ça. Et j'allais, en fait, pour être bien honnête, j'allais lui dire non. On était en plein là, dans le confinement. J'étais dans un état. Puis moi, c'est arrivé très rarement dans ma vie que j'ai écrit des trucs sur le vif. Mhm. Puis là, ben, c'était un texte sur. Puis c'était très libre, là, mais c'était sur la pandémie, sur ce qu'on vivait. Et, et je m'apprêtais à écrire à Catherine pour lui dire que c'était très gentil d'avoir pensé à moi, que ça me faisait plaisir, mais que j'allais passer mon tour. Et je sais pas, là, il fallait que je me fasse à souper. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais écrire le courriel après. Puis pendant que je me faisais à souper, ben là, puis ça, c'est très quétaine parce que ça se passe pas comme ça dans la vie, là. Mais là, vraiment, l'idée du texte m'est venue. Et grosso modo, le premier jet, puis c'est pas un très long texte, là, mais je l'ai écrit, je sais pas, moi, entre 19 et 21 heures ou entre 20 heures et 22 heures ce soir-là. Puis il était là. Il y avait bon, après ça, je l'ai retravaillé. Hein, mais, Mhm. mais
le truc était là. Puis fait que finalement, j'ai jamais écrit mon courriel pour dire non. J'ai plutôt dit, ben voilà, qu'est-ce que tu en penses? Bon, alors c'est un texte sur la pandémie, mais c'est un texte où évidemment, là, je construis une voix qui est pas une voix sympathique, mais qui est une voix qui, à mon avis, essaie de traduire quelque chose, de traduire plusieurs choses, hein, une espèce d'état d'âme qui peut paraître terriblement vicieux au début de la lecture, qui semble souhaiter la mort, la fin du monde et la destruction, et qui bascule dans une réflexion sur le grand désenchantement. Puis ça, c'est écrit, au mois de mai où les trucs commencent à redescendre. Mhm. Et j'essaie de construire une voix, puis qui est un peu moi, mais qui est aussi un truc très construit, mais qui se dit, ah oui, enfin, voilà un truc où tout le monde va en prendre plein la gueule et pas juste les pauvres, les pauvres, les femmes et les racisés. Puis là, ben non, ben non, ça aurait été ça encore. Ça aurait été hein, les vieux, les gens qu'on méprise, on s'entend là, que certains discours idéologiques, que certains partis. Alors, je vais revenir sur Bon, la question de tes valeurs. et, non, mais non, oui, non, mais là, oui, là, on joue, mais non, on joue avec les valeurs comme des thèmes, là, et oui. Et d'ailleurs, c'est un texte un peu compliqué quand même parce que la chute, bon. Mais je pense que pour moi, c'est ça, faire de la littérature, c'est pas de donner une réponse à quelque chose, c'est pas de. Mhm. Ce serait débile, c'est de travailler un truc, c'est de mettre hein, de pas juste tourner le fer dans la plaie, mais écarteler la plaie pour voir jusqu'où va le pu, là. Voilà, enfin. Belle image. Et donc, j'amenais le sujet tout d'abord parce que j'aime vraiment ton texte et je tiens à te le dire et à te le redire. Mais Mais je te aussi remercie. parce que c'est un projet intéressant et au-delà de ça, il me permet de... Il y a plein, et en passant, il y a plein d'autres, vraiment, il y a vraiment de bons textes là-dedans. Juste pour nommer euh, les gens que je connais bien, il y a un texte de Catherine Mavrikakis, il y a un texte de Mathieu Leroux, il y a un texte de Régine Robin. Ça vaut vraiment la peine de faire le tour. Ce sont des textes courts et Mhm. il y en a de toutes les sortes. Hein. Vraiment, c'est polymorphe. Et c'est particulièrement intéressant de lire ces autres textes dans Récits infectés. C'est une petite Nous- plug là, pour mes Ben oui, collègues et d'écriture. j'en profite pour dire un vague salut à Mathieu Leroux. Et Tu liras son donc, dernier roman, il est excellent. super. Et bref, je voulais avec ça faire le pont, à savoir non seulement mentionner le fait que tu ne travailles pas qu'en roman, mais aussi de savoir qu'est-ce que... Si tu as évoqué l'idée de faire éventuellement un autre roman, qui sait? Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres formes de projets? Et sinon, sur quoi tu travailles, sur quoi tu veux travailler? Qu'est-ce que tu veux faire avec le restant de vie que tu Ah! C'est un roman à la fois. as? Là, je m'enligne sur un quatrième. Euh, Puis tu dis, bon, tu faisais allusion au fait que Zorro Carnaval, le titre de mon petit texte dans Récit infecté, là, c'était autre chose que du roman, mais pour moi, c'est assez proche de Mhm. ces espèces d'élan, de diatribes, on en trouve dans mes romans. Elles sont dans la bouche de personnages. Mhm, Mais mhm, c'est un peu comme si je faisais parler mon nain de vol DC 408. C'est comme si Achillèche pétait un plomb. Euh, j'ai écrit quelques petits textes qui sont un petit peu plus de l'ordre, un petit peu plus essayistique, mais c'est toujours une voix, c'est toujours un personnage que je construis. Puis, alors, j'ai toujours un peu l'impression d'être dans les plates-bandes de mes romans, de toujours être un peu en périphérie de tout ça. Il y a toujours peut-être essayer de scénariser quelque chose, de mhm. m'amuser à voir euh, si je suis capable dans cette forme-là de livrer une histoire. Mais c'est essentiellement de la fiction romanesque. C'est ce qui m'intéresse. Je mentirais de dire que oui, j'aimerais avant de mourir écrire de la poésie. C'est pas mon truc. Mhm. J'ai beaucoup d'estime pour les poètes. J'ai d'excellents amis poètes absolument terriblement talentueux. Mais c'est pas mon truc. C'est vraiment c'est dans la fiction, dans la construction d'un monde fictionnel romanesque en tout cas jusqu'à maintenant, je trouve un sens.
Ouais, puis Ben, puis parfait. si tout se passe comme je veux, ben les romans, sans être aussi fortement enchevêtrés que les trois premiers, ben, seront tous vaguement liés les uns aux autres et formeront une espèce de constellation qui acquiert aussi une cohérence au-delà de chacun des titres. Oui. Oui. Super. Écoute, j'aurais aimé, parlant de cette constellation, peut-être brièvement aborder la relation avec ton collègue Patrice, dont j'oublie le nom de famille à un moment fort plus Patrice opportun. Lessard. Merci. Ben, d'abord, fait partie ben, est un très bon ami, mais surtout, là, ce qui nous intéresse, c'est que Patrice, pour moi, est des écrivains québécois contemporains intéressants, là, vraiment. Mhm. Il y en a beaucoup, là. Il y a j'ai des atomes crochus avec l'univers de Patrice. Et Patrice et moi, bon, on est proches et Patrice avait publié un recueil de nouvelles que j'ai beaucoup aimé qui s'intitule Je suis Sébastien Chevalier, en même temps que j'ai publié mon premier roman. Puis, après ça, ben, Patrice, d'ailleurs, m'avait fait lire le manuscrit de son premier roman, Le Sermon au poisson. Patrice est quelqu'un qui est assez intense et rigoureux dans dans ses découvertes culturelles. Bon, Patrice est tombé en amour avec Lisbonne. Attends, ça faisait 2009, là, ça faisait dizaine d'années, je sais pas, mais au début du 21e siècle, début des années 2000, il a commencé à aller à Lisbonne presque chaque été. Mhm. C'est pour ça que je parlais de l'intensité de Patrice. Patrice, pour les gens qui le connaissent, savent de quoi je parle. Patrice parle le portugais. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à Lisbonne avec Patrice, puis les Portugais, ils comprennent pas trop. Ils disent, ben, c'est pas un accent brésilien, c'est à peine un accent. Qu'est-ce que c'est? Bon. Et donc, Patrice a écrit une trilogie. Mhm. Mais on l'a écrit en même temps, notre trilogie. Ben, Patrice est beaucoup plus vaillant, rapide et prolifique que moi. Alors, il a fini beaucoup plus rapidement que la mienne. Mais en gros, euh, Patrice a écrit une trilogie lisboète. Le premier titre, c'est Le Sermon Poisson. Le deuxième s'intitule Nina. Et le troisième, L'enterrement de la sardine. Et, et lorsque on s'est mis à l'écriture, lui était en train d'écrire le deuxième, Nina, et moi j'écrivais mon deuxième roman, Variété Delphi. Et là, on se voyait souvent, puis on lunchait ensemble, puis on parlait de nos affaires. Puis là, à un moment donné, comme ça, on se dit, ben, t'en es où, toi? Puis il dit, ah oui, ben là, mon narrateur, là, je suis en train de travailler la portion à New York. Je dis, comment ça, la portion à New York? Je dis, moi, mon narrateur, à la fin, c'est là-dessus que je travaille, il s'enfuit, puis il s'en va à New York. Puis là, on se laisse comme ça, puis la semaine suivante, on se voit, puis presque, on se coupe presque la parole pour dire la même chose. Hey, mais on fait un truc? Puis là, nous est venue l'idée que nos narrateurs se croisent à New York. Ça part de Mhm. cette idée un peu banale, mais on se dit, ben non, on le fait, on le fait. Puis là, ben, lui, il dépose des trucs dans son roman, puis moi, je dépose des trucs dans le mien. Et il y a entre autres ce moment où, alors, il y a toutes sortes d'éléments portugais dans mon roman, puis là, moi, je suis déjà en train de passer au troisième, puis je suis déjà en train de penser à, à cette espèce disons, de rapprofondissement de l'enchevêtrement entre nos univers. Mhm. Et, et puis, il y a cette scène dans nos deux deuxièmes romans, au Pershing Square Café, qui est un endroit assez sans intérêt là, à New York, près de Grand Central Station. Et nos narrateurs, et la même scène est racontée dans les deux romans. Et ça, évidemment, il faut le savoir. Et là, tout à coup, il y a très subtilement, les deux univers sont enchevêtrés. Bon, puis je racontais tout à l'heure qu'à la fin de mon roman, ben, mon narrateur, il répond à une Portugaise qui arrête pas de l'appeler et qui cherche son Antonio, puis qui finalement, il dit, ben oui, c'est Antonio. Et ça se termine comme ça. Euh, si bien que des gens qui lisent un peu vite, comme des critiques de journaux, ils disent que mon personnage s'appelle Antoine, mais il s'appelle pas Antoine Pantoute dans le deuxième, on connaît pas son nom. C'est juste qu'il dit qu'il est Antoine parce il rappelle la dame qui arrête pas de lui casser les couilles en cherchant son Antonio. Euh, et là, dans le troisième, on dit, ben là, on accentue le truc.
Puis là, moi, j'ai dit, ben moi, ce que je vais faire, c'est moi, je vais m'en aller dans ton univers. Puis déjà, Patrice m'avait invité, c'est comme ça que ça a commencé. Patrice m'avait invité à aller le rejoindre à Lisbonne. Sa blonde revenait, il y avait un appartement, il y avait un divan. Il dit, ben, regarde, là, tu me dis que tu te fais chier, que ça avance pas l'écriture. Peux-tu te payer un billet d'avion? Viens-t'en passer 2 semaines ici. Je t'héberge. Là, je suis allé à Lisbonne, puis là, Patrice était bien déprimé parce que j'arrivais pas à écrire. Je passais tous mes après-midi dans les cafés essayer d'écrire, mais je tripais trop sur Lisbonne. Puis c'était particulier parce que là, j'étais à Lisbonne avec quelqu'un qui connaissait Lisbonne comme le fond de sa poche et qui m'a fait découvrir la ville comme j'aurais pas pu la découvrir en plusieurs années seul. Bon. Et donc, c'est assez rare qu'on peut faire ça comme étranger. C'est rare, ça, pouvoir découvrir une ville par ses envers. C'est long apprivoiser une ville étrangère. Il faut commencer par comprendre où sont les choses, comment ça marche, patati patata. Puis c'est très frustrant. Puis souvent, ça passe d'abord par un petit émerveillement de pacotille devant les beaux monuments, puis après ça, un désenchantement cruel parce que c'est donc pas facile de comprendre comment ça marche. Puis bon, alors que moi, j'avais quelqu'un qui me faisait passer directement dans les coulisses et dans les cuisines. Et donc là, moi, j'écrivais pas à Lisbonne, puis Patrice, il s'énervait. Patrice est plein de sollicitude, mais il s'en fait beaucoup pour ses amis. Et là, il m'a dit, mais ça n'a pas d'allure, il faut t'écrire. Puis je me souviens de lui avoir dit, puis j'ai souvent raconté ces anecdotes-là. J'ai dit, Patrice, c'est pas du temps perdu, je suis sûr que ça va se retrouver dans mon prochain roman, tout ça. Et là, j'avais déjà naissait l'idée que le 3e se passerait à Lisbonne. Puis bon, je suis retourné les années suivantes. Je suis allé passer un mois 2 fois après à Lisbonne et pour écrire et travailler sur mon roman. Et là, dans le 3e, on s'est dit, on va multiplier les points les croisements. Entre autres, on s'est dit, il va y avoir une scène dans l'aquarium. Il y a l'ancien site de l'exposition universelle qui est en train de tomber en ruine. Là, mais il y a l'aquarium. Bon, c'est un truc à touristes, évidemment, ça coûte la peau des fesses. Et là, on s'est dit, il va y avoir une scène à l'aquarium, puis on a respecté ça. Puis il y a quelques autres scènes comme ça où on s'est dit qui seraient pas en miroir, mais qui seraient dans les deux textes. Alors, Lessard a fait son roman qui est très différent. Lui, il prolonge sa trilogie comme moi je le fais. Mais là, dans le 3e, c'est Patrice Lessard et Nicolas Chalifour à Lisbonne. Puis là, Patrice Lessard est jaloux. Bon, c'est absolument. C'est un roman excessivement complexe et super construit, vraiment, vraiment extraordinaire. Mais il y a Nicolas Chalifour et Patrice Lessard à Lisbonne, puis il y a toute une tension entre les deux qui se dessine. Bon. Patrice récupère des anecdotes puis les détourne de quand on était à Lisbonne ensemble. D'un moment donné, par exemple, une scène très drôle où on est au restaurant, puis on a un petit verre dans le nez, puis moi, je mets mon sac avec mon ordinateur sur le dos de ma chaise. Patrice m'engueule tout le temps. Il dit toujours que je vais me faire voler mon sac, tout ça. Puis je mets mon sac et je viens pour m'asseoir, je me tourne et je me rends pas compte, mais le sac fait basculer la chaise. Alors, je m'assois et je tombe sur le cul. Il n'y a plus de chaise. Et puis, c'est dans un petit restaurant, puis là, tout le monde me voit. Puis moi, je suis hilar à terre. Patrice est un peu gêné. Bon, l'air fou. Comme une scène de mes romans, là, le personnage tombe sur le cul. Et là, Patrice, dans son roman, il se passe cette scène-là, mais Nicolas Chalifour se fait voler son sac. Nicolas Chalifour, il écrit pas, il écrit à la main dans des cahiers, puis il se fait voler tout ce qu'il a écrit, puis c'est un drame. Bon, alors, vous voyez, c'est comme ça que lui travaille son truc d'espèce d'intégration de nos univers, tout en continuant son truc. Puis moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais dans ses plates-bandes, je m'en vais jouer dans l'univers de Nina avec mes personnages, puis avec mes petites histoires, et on crée donc une espèce de monstre à six facettes où les 2 premières sont totalement indépendantes et où, tranquillement, les œuvres s'enchevêtrent de plus en plus en 3 étapes pour donner 2 romans finaux qui sont des espèces de passerelles entre nos deux mondes romanesques. Je pense que c'est le genre de truc qui s'est assez peu fait dans la littérature de cette manière-là. Et j'en suis assez content. J'espère qu'un jour, quelqu'un découvrira ça et pourra en tirer du plaisir. C'est assez particulier. Ça se fait. Ça se fait un petit peu dans le monde des super-héros. Mais... oui, c'est un monde que je fréquente peu.
Je Bref. préfère les sans-abri. Oui. C'est bon. Ben écoute, sur ces sages paroles, je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on... Bon. En fait, non, je vais être bien honnête avec toi. Je crois qu'on pourrait parler encore pendant 1 heure, mais le podcast s'en vient déjà long. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'avais du fun à l'écouter. Alors, je te demande... Sale flagorneur. Ce n'est que... Écoute, je sais que je ne suis pas en train d'admettre être autre, mais je suis honnête pareil. Sur ce, est-ce que les gens peuvent te suivre en quelque part? Est-ce qu'il y a un Twitter très actif, Nicolas Chalifour, ou est-ce que... Non? Bon, Nicolas Chalifour a de la misère à alimenter Facebook. Il va rarement sur Twitter. C'est trop de travail pour lui. Donc, on encourage les gens à suivre les publications d'Héliotrope, voir s'il n'y en aurait pas une qui se retienne. Oui, sur le site d'Héliotrope, tout est là. Et puis après ça, il y a Facebook. Hein. Moi, j'accepte tous les amis qui sont pas louches. Et voilà. Parfait. Vous allez devoir vous taper mes petits coups de gueule politiques niaiseux une fois de temps en temps. Parfait. Ben écoute, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir partagé tout ce que tu nous as partagé. Ce fut fort agréable et je vous souhaite tous, mes chers auditeurs, une excellente semaine et à bientôt. Merci Laurier. Salut.